El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido Camarades, jamás será vencido. on n'est pas une ONG, on n'est pas un club de débat, on n'est pas un cercle d'académiciens. Et je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens sont là ici aujourd'hui, c'est justement parce qu'on n'est pas toutes ces choses-là. C'est même peut-être par un peu un dégoût de toutes ces choses. On ne se contente pas d'observer le monde, de le critiquer un peu abstraitement au sein des murs de l'académie, de se plaindre à longueur de journée. Non, on est une organisation de lutte, on veut changer le monde. Et là-dedans, il y a évidemment un élément sain. Genre, oui, la philosophie officielle, c'est une arme de la bourgeoisie. La classe dirigeante, pour se maintenir au pouvoir, elle n'a pas juste besoin d'une force armée, de la police, etc., mais elle a aussi besoin d'un système d'idées qui maintient l'ordre établi, l'idéologie dominante, ce qui nous dit que la société actuelle, c'est en fait la seule possible, la seule désirable. Ça, on le voit un peu partout, non ? Dans les universités, pour les gens qui sont à l'université, dans les médias, dans tous les recoins de la superstructure idéologique capitaliste, on nous dit à longueur de journée que le capitalisme est le seul système possible. Ou alors que, même si c'est peut-être pas idéal, c'est en tout cas le seul qui est réaliste, c'est mieux que le reste. Et ce phénomène-là, en fait, c'est très similaire à ce qu'il y avait dans le passé. Genre, fondamentalement, c'est pareil que sous le féodalisme, où on disait que le roi avait été choisi par Dieu, que le système féodal, c'était éternel, qu'il n'y avait rien d'autre. C'était la seule chose possible. Et oui, la philosophie bourgeoise moderne, finalement, ce qu'elle nous ramène, c'est cette religion-là, ce mysticisme-là, mais sous une autre forme. Toute cette vieille philo, et même ces vieilles philos qui semblaient, qui partaient de l'analyse du monde réel, en fait, elles restaient nécessairement un peu mystiques. Dans la philosophie, elle était vue comme science des sciences, science au-dessus des autres, comme chose un peu à part, comme truc contemplatif, pas comme chose active qui doit servir à améliorer l'être humain, mais plutôt qui doit servir à réfléchir dans les univers. Et oui, c'est clair que nous, on déteste tout ça. Genre, toute cette vieille philo, oui, le marxisme la dépasse. Mais c'est pas du tout unilatéral. Et le rejet un peu sain de cette philosophie officielle qu'on nous propose, ça peut vite se transformer en fait une vision très mécanique, très morte. En gros, la vision de il faut faire des trucs, il faut arrêter de réfléchir. Je pense qu'on a tous un peu cette caricature du communisme de un peu dire ouais, on s'en fout de la philo, on va juste se péter avec les flics ou alors faire des réseaux d'entraide ou genre des choses comme ça. Genre très commun aussi chez les anarchistes. Mais non, camarades, il faut absolument un plan pour la révolution. Genre oui, on comprend le monde en étant dedans, on peut voir que tout est de la merde, etc., etc. Et oui, ça c'est vrai pour la plupart des gens, pour la classe ouvrière, mais c'est pas assez pour des communistes qui doivent changer le monde dans sa totalité. Parce que c'est bien beau de se dire au-dessus de la philosophie, de dire que genre nous on a tout compris, qu'on voit que c'est tout la merde qui sert à protéger le système, qu'on est érudit, etc., etc. Mais la réalité c'est qu'on va pas faire la révolution seul. La philosophie aujourd'hui, elle existe. L'activité humaine, genre pleinement sociale, la science, tout ça, c'est pas réalisé, c'est limité par la société de classe bourgeoise. Et tant que cette lutte politique, cette lutte de classe au sein du capitalisme est nécessaire, elle doit forcément être accompagnée d'une lutte idéologique, d'une lutte philosophique. Sans plan, sans direction qui nous aide à voir où on va, on se perd complètement. La lutte philosophique, c'est essentiellement une lutte politique à ce moment-là. Et pour illustrer ça, je pense qu'on peut prendre l'exemple en fait de la bourgeoisie, quand celle-ci était encore luttait encore contre le féodalisme, quand c'était une classe révolutionnaire.
Et ouais, je pense que c'est un exemple assez utile parce que c'est aussi un exemple assez simple des deux tendances majeures dans la philosophie, l'idéalisme et le matérialisme. Alors, qu'est-ce qu'est l'idéalisme? En fait, l'idéalisme part du postulat que les idées, elles sont au-dessus de la matière et que les idées gouvernent cette matière. C'est typiquement, on pourrait prendre la conception religieuse d'un Dieu qui, un peu par sa simple volonté, régit toute interaction matérielle. C'est le Dieu qui choisit le roi, c'est le Dieu qui décide que les plantations poussent cette année ou pas, c'est Dieu qui décide qui régit et qui doit être puni. C'est Dieu qui a formé notre magnifique empire sur Terre et qui va détruire les empires d'à côté, etc., etc. Ouais, et notre misérable vie matérielle sur Terre, elle est vue comme un peu inférieure à cette libération éternelle de l'âme au paradis. Le monde des idées est vu comme supérieur au monde matériel, et le monde matériel reflète le monde des idées. Ça, c'est l'idéalisme. Et l'autre tendance principale, c'est le matérialisme, qui, on peut dire, renverse un peu ce rapport. Fondamentalement, les matérialistes, nous, on postule que tout découle fondamentalement d'interactions matérielles jusqu'à nos idées et nos conceptions qui sont en fait formées par notre corps, qui est un corps matériel, par notre cerveau, à partir d'expériences matérielles, au contact du monde réel. Autrement dit, la matière est première et c'est à travers elle qu'on développe nos idées, la science, civilisation, etc. Mais du coup, là, on voit que ces deux courants philosophiques, ils viennent pas de nulle part dans le cas du féodalisme. Genre, c'est aussi un reflet du développement humain et des rapports de production dans la société. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Sous le féodalisme, la bourgeoisie ascendante, elle avait besoin en fait d'un développement technique, de la libération de la science, de rompre avec le poids énorme de l'Église. Tout ça, elle avait besoin du matérialisme. Elle avait besoin de lutter contre les privilèges de classe, contre les droits pour les nobles qui apparemment avaient été donnés par Dieu, etc., etc. Et donc toute cette lutte de la bourgeoisie, elle prenait aussi un caractère philosophique. Pour les bourgeois, ils luttaient pour le royaume de la raison, pour les sciences contre l'obscurantisme religieux, et ça, que ce soit les empiristes anglais, les matérialistes en France, les Lumières, genre, tous ces gens devaient montrer la réalité pour ce qu'elle était, parce qu'à ce moment-là, précisément, la réalité, elle était révolutionnaire. Et ce matérialisme bourgeois, il n'est pas apparu un jour parce que juste quelqu'un y a pensé pour la première fois de nulle part, parce que quelqu'un aurait eu cette idée alors que personne ne l'avait eu depuis des centaines d'années. Non. Ce matérialisme, il est apparu par le développement justement de la technique, par le développement matériel dans les bourgs, qui ont permis d'entrevoir un peu pour la première fois un dépassement du féodalisme et qui demandaient donc en même temps des idées matérialistes pour réaliser pleinement ce dépassement, pour rompre avec toute la grosse superstructure féodale, l'Église, etc. Et on pourrait citer plein d'exemples de philosophes de cette époque qui, en tout cas, tendent dans la direction du matérialiste. Alors Spinoza, qui montrait que la religion, en fait, amenait les gens à lutter à mort pour leur propre servitude. Descartes, toutes les Lumières un petit peu. Et en fait, ce que représentaient tous ces philosophes, c'était finalement la bourgeoisie et la classe bourgeoise et des marchands qui émergeaient. Mais du coup, on peut dire que jusqu'à un certain point, Marx il se base sur ce matérialisme. Oui, ça fait partie de ce que Lénine appelle un peu les trois sources et parties constitutives du marxisme. Mais en fait, la base philosophique du marxisme, elle s'appuie aussi sur les épaules d'une des plus riches traductions philosophiques de l'époque, d'une autre, la philosophie allemande, et en particulier Hegel. Alors pourquoi? Hegel, c'était un idéaliste assumé, il disait qu'il était idéaliste, et oui, il voyait le développement de l'histoire comme le développement de l'idée. Mais en fait, il avait quelque chose que tous ces matérialistes de l'époque n'avaient juste pas,
ou en tout cas pas à ce degré-là. Et ce que Hegel comprenait, c'était justement les lois générales du mouvement, la dialectique. En fait, le matérialisme bourgeois, il n'était pas pleinement conséquent. On peut dire qu'il figeait jusqu'à un certain point la matière. Il recherchait le royaume de la raison, le absolu, fixe, un peu universel, au-dessus de la réalité. Et ça faisait rentrer les matérialistes bourgeois, finalement, en fin de compte, en contradiction avec cette réalité. Et ils retombaient dans un certain idéalisme métaphysique. Ça gardait un élément de conservatisme figé. Et l'empirisme anglais, de même, mais ça j'y reviendrai. Mais donc ce qu'on peut dire, c'est que la bourgeoisie, en fait, dans sa phase révolutionnaire, était matérialiste, mais arrivé au pouvoir, tout ce royaume de la raison, il s'est révélé comme être le royaume de la bourgeoisie. L'égalité, ce royaume s'est transformé en son opposé. L'égalité, c'était en fait seulement l'égalité devant la loi, l'abolition des privilèges de classe, mais pas l'abolition des classes. Toute cette philosophie, c'était en fait le point de vue de la classe bourgeoise naissante, individualiste, etc. Et la bourgeoisie au pouvoir, maintenant, elle ne devait plus montrer la réalité, qui était révolutionnaire, mais elle devait masquer la réalité de l'exploitation sous le capitalisme, et donc devait aller vers l'idéalisme, quitte même à abandonner toutes leurs vieilles théories matérialistes, aussi les théories économiques de Smith, etc. Et donc là, on voit comment une classe progressiste peut devenir une classe réactionnaire, de matérialisme à idéalisme un petit peu. Et par opposition à ça, Hegel a une vue... C'était un truc... Par opposition à ça, la philosophie de Hegel, elle est profondément révolutionnaire. En fait, il montre que le mouvement, c'est le mode d'existence de la matière. En général, tout ce qui naît doit mourir. Tout ce qui meurt est en même temps la graine de forme supérieure. Comme le bourgeon contient en potentiel la fleur et assez de pollen pour faire un champ, le capitalisme contient aussi l'embryon du communisme et des formes supérieures de société. En fait, cette dialectique, c'est que le reflet du mouvement de la matière. Ça va au-delà du matérialisme un peu figé des bourgeois. Et en retour, la dialectique nous permet d'étudier réellement le mouvement de la matière, ou de le généraliser dans des lois, de voir les contradictions au sein de chaque chose, permet d'aller plus loin que la surface, plus loin que juste un peu une photo figée de la réalité. La dialectique, elle nous permet de voir la matière dans son passé et dans son devenir. Et c'est pas juste une formule magique qu'on peut imposer partout. Trotsky disait « La dialectique ne libère pas l'enquêteur de l'étude minutieuse des faits, bien au contraire, elle l'exige, mais en contrepartie, elle donne de l'élasticité à la pensée investigatrice, l'aide à se défaire de préjugés figés, l'arme d'analogies précieuses, l'éduque à l'esprit d'audace fondé sur la circonspection. » Et évidemment, chez l'idéaliste Hegel, toute cette dialectique, elle apparaît sous une forme totalement mystifiée. Pour lui, encore une fois, c'est l'idée qui guide le développement. Mais Marx, dans un sens, il se base quand même sur Hegel, mais il renverse en même temps Hegel. Il garde le noyau progressiste, révolutionnaire de cette dialectique, et remet la dialectique sur ses pieds, profondément ancrée dans la matière. Et donc, on peut dire en fait que le marxisme, le matérialisme dialectique, se base sur le plus haut niveau de la philosophie bourgeoise, du matérialisme français et de la dialectique hegelienne. Mais en même temps, le marxisme, c'est aussi la négation totale de la philosophie bourgeoise. Elle arrache les derniers restes de mysticisme et de métaphysique de cette philosophie. Elle nous permet de voir au-delà de la société de classe. Et ce que ça veut dire, c'est que le matérialisme dialectique, ça ne représente pas le point de vue de la bourgeoisie. Mais au contraire,
le matérialisme dialectique va à l'encontre de l'intérêt de la bourgeoisie. Parce qu'avec un point de vue correct aujourd'hui, avec une compréhension du monde, de ses contradictions, les contradictions du régime capitaliste, en fait, le marxisme, il nous montre le potentiel révolutionnaire réel qui existe dans la société elle-même, pas juste dans nos têtes. Elle nous donne du coup l'arme la plus puissante pour lutter. C'est pas pour rien que Marx il disait dans le Capital, non, Marx disait que le Capital, le livre, était le plus terrible missile lancé à la gueule de la bourgeoisie. Genre, 150 ans après sa publication, on peut tirer ce bilan-là. Genre, le matérialisme dialectique partagé dans des cercles ouvriers à travers des millions de bouts de papier, ça a servi comme base de granit pour la formation de cadres révolutionnaires, pour l'internationale communiste, pour l'armée rouge, l'armée mondiale du prolétariat, et ça a établi sur 1/6 de la surface de la planète la dictature du prolétariat. Face à ça, en 150 ans, genre oui, les anarchistes ont posé des centaines de bombes, qui ont certes tué un nombre impressionnant de rois et de bourgeois, mais genre à quoi bon? Genre fondamentalement, sans cette base solide philosophique du matérialisme dialectique, on tourne forcément en rond. Genre, le matérialisme dialectique, c'est la philosophie. C'est une philosophie d'action collective, pas juste pour comprendre, mais pour changer le monde. C'est la philosophie, en fait, du prolétariat. Au moment où les bourgeois cherchaient encore un peu des réponses dans la rationalité de chaque individu, dans la raison pure, en tant que spectateur un peu coupé du monde, Marx y pose la source de la connaissance dans l'activité humaine sociale au contact du monde, pas rationalité abstraite, mais un changement actif du monde. Le marxisme, c'est pas juste contemplatif, c'est véritablement un appel à l'action, un appel à la révolution. Et c'est aussi pour ça que les bourgeois, ils pardonneront jamais Marx pour ses idées. Et quand on en parle dans les universités, c'est soit pour en dire de mal, soit pour le déformer totalement. Mais donc la première lutte de Marx au sein du mouvement ouvrier, sur la base du matériel dialectique, ça a été de remettre le mouvement socialiste sur une base scientifique. Autrement dit, dire le monde existe et on peut le changer. Au sein du capitalisme existe le potentiel, au sein du capitalisme existe le potentiel pour le socialisme. Et genre oui, avant Marx, il y avait effectivement des socialistes, ce que Lénine considère comme un peu la troisième source et partie constitutive du marxisme. Donc c'était des socialistes utopiques. Ils voyaient qu'il fallait faire quelque chose, ils voyaient que le capitalisme exploitait les travailleurs, etc. Mais en fait, ils n'avaient pas la méthode pour réellement dépasser le capitalisme. Ils construisaient le socialisme dans leur tête, en dehors de la société bourgeoise. Et finalement, le matérialisme dialectique, face à ça, en opposition à ça plutôt, il voit le dépassement réel du capitalisme dans le capitalisme lui-même. Il trouve la force matérielle pour ce dépassement dans les contradictions du système, dans les antagonismes de classe, dans le prolétariat, et pas dans la tête de quelques philanthropes socialistes sympathiques. Et là, on voit genre en quoi toute cette méthode matérialiste dialectique, elle ressort pleinement. Ouais, l'apport fondamental de Marx a été de remettre le socialisme sur une base scientifique. Et il l'a pas fait sans faire exprès, il l'a pas fait genre de manière isolée pour quelques disciplines. D'abord, il a remis l'économie sur une base scientifique, après il a remis un peu l'histoire, par-ci par-là, genre sans faire exprès. Non, il l'a fait de manière conséquemment dialectique et matérialiste. C'est une vision harmonieuse, c'est une vision complète du monde. C'est pas juste un assemblage de quelques théories par-ci par-là. Et comment c'est possible ça? En fait, justement, parce que le matérialisme dialectique est né dans le feu des révolutions bourgeoises. Il a été forgé par les premières luttes héroïques du prolétariat. Et en fait, le mouvement socialiste, oui, il a erré un petit peu au début, il a raffiné sa méthode, etc. Mais c'était pour finalement naître comme bloc indivisible achevé avec le marxisme.
Et bah oui, certainement, on pourrait dire que le génie de Marx a aidé, mais genre, fondamentalement, nos idées communistes, c'est que le reflet de ces contradictions matérielles qui existent au sein du capitalisme. C'est pas juste l'affaire de un homme, Marx, qui est né à tel ou tel moment. Et bah, un peu ce contexte historique brûlant, cet antagonisme de classe du capitalisme au sein duquel est née la théorie communiste, nous montre aussi pourquoi le matérialisme dialectique, c'est l'aboutissement de la pensée humaine à ce stade de développement. C'est la philosophie de la classe révolutionnaire sous le capitalisme. Et la puissance du matérialisme dialectique, c'est aussi de se voir situé historiquement. Parce que si on est conséquemment matérialiste dialectique, on prétend pas que on se lutte pour des idéaux universels ou quoi que ce soit. Notre lutte, c'est celle au sein du capitalisme, la lutte du prolétariat pour l'émancipation de l'humanité tout entière. Mais ça veut dire aussi pour le dépassement du marxisme finalement. Une citation de Trotsky, encore une fois. Ouais, le marxisme n'a pas la prétention d'être un système absolu. Il a conscience de sa propre signification historique transitoire. Seule une application consciente de la dialectique matérialiste à tous les domaines de la science peut préparer et préparera les éléments nécessaires pour transcender le marxisme, ce qui dialectiquement sera en même temps le triomphe du marxisme. Et à ce stade, on pourrait se dire, ok, bon, très bien, c'est super, on est matérialiste, mais alors, pourquoi autant se former, pourquoi autant discuter des idées? Si on est matérialiste, est-ce que la pratique, elle est pas supérieure? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de philosophie? Pourquoi on a besoin de théorie? Et je pense que c'est clair qu'on peut répondre que dans la vie quotidienne, effectivement, on n'a pas besoin de philosophie. Quand ta voiture se fait casser, t'as pas besoin de t'as pas besoin de te demander si la matière, elle existe réellement. Tu le constates devant toi, c'est assez simple. Mais pour changer le monde dans sa totalité, oui, on a besoin d'une philosophie. Le socialisme, en fait, c'est quand même la prise en charge consciente de toute la société par les travailleurs, par des gens normaux, entre guillemets. Et ça nécessite une théorie, une théorie consciente. Juste pour un exemple, la bourgeoisie, avant sa révolution, elle avait un poids social absolument énorme. Elle avait déjà l'appui du reste du tiers-état, des masses, des paysans, etc. Elle avait des universités, elle avait des richesses grandissantes, un progrès technique dans les bourgs, elle avait la presse, et donc elle avait moins besoin d'une direction très consciente dans sa révolution, si on veut dire. Et c'est aussi comme ça que la bourgeoisie a pu s'imposer comme un peu la classe, ou le guide des classes révolutionnaires contre la noblesse. Mais nous, on n'a pas tout ça. Si le prolétariat est la seule classe capable d'en finir pour de bon avec la société de classe, c'est justement parce qu'elle n'a pas de propriété privée. Tout le poids social qu'avait la bourgeoisie, il doit être remplacé par l'organisation consciente du prolétariat, c'est-à-dire par le Parti communiste. Et donc, le parti, ça veut pas juste dire un peu des gens qui se retrouvent pour lutter et c'est sympathique, mais ça veut d'abord dire un programme, ça veut d'abord dire une méthode, une philosophie. Et, bien sûr, pendant la Révolution, des milliers de gens rejoignent le Parti révolutionnaire. Et, oui, on l'a vu historiquement, et ça va se reproduire, ces milliers de gens, ils sont animés par leur haine de classe, par une crise révolutionnaire, etc. Ils sont pas animés par leur lecture approfondie du dernier livre d'Alan Woods. Mais pour qu'un tel parti fonctionne à des moments révolutionnaires, il faut quand même des cadres. Il faut des gens qui se sont appropriés le matérialisme dialectique. Des gens qui soient capables de l'appliquer à chaque événement pour en sortir un programme clair, pour aider à organiser des armées entières dans la lutte. Et sans ça, juste, on est perdu. Et
aujourd'hui, il faut être au clair avec quelle est notre tâche. On est des centaines en Suisse dans une situation qui est même pas encore pré-révolutionnaire. Donc notre tâche, c'est encore de construire cette organisation, d'assimiler la méthode du marxisme, la philosophie du marxisme. Parce que, genre, oui, c'est facile d'être révolutionnaire dans une période révolutionnaire, mais c'est beaucoup plus difficile avant, dans la construction du parti, dans la formation de centaines de cadres. Genre, on ne peut que être guidé par une compréhension plus large, au-delà tous les événements secondaires, tous les reculs momentanés du mouvement. Et genre, pour prendre un exemple un peu de ça, de nécessité d'un horizon plus large, au-dessus toutes les hauts, les hauts et les bas historiques, genre, il y a des centaines de vieux gauchistes que vous pouvez trouver dans les cafés qui ont milité pendant quelques années dans leur jeunesse. Peut-être il y a eu un mouvement, peut-être il y a eu un mouvement pour les logements, peut-être il y a eu un mouvement de squat en Suisse, des choses comme ça. Mais tout reflux de ce mouvement les a laissés au désespoir, au pessimisme, etc. Sans compréhension plus large de quel était l'élément qui pouvait être progressiste dans ce mouvement-là et pourquoi est-ce que ça a raté, quelles sont les conclusions à tirer, comment est-ce qu'on peut réellement rompre avec le capitalisme, etc. Et même pour prendre des exemples, un exemple un peu, je sais pas, énervant, même Staline, genre pendant longtemps, ça a été un organisateur bolchevique. Ok, voilà. Malgré ses innombrables défauts, genre on peut dire que sans l'échec de la Révolution mondiale, il serait resté aux yeux de beaucoup de gens, genre un membre honnête du Parti mondial de la Révolution communiste. Mais genre, il faut être franc aussi, c'est pas un hasard si c'est des gens comme Staline qui ont été les premiers à vaciller devant la prise du pouvoir, qui ont été les premiers à trahir en fait brutalement la Révolution. Genre, ça, c'est des gens qui ont été totalement écrasés par l'histoire. C'est des gens qui n'ont jamais eu la vision large, la compréhension profonde de Lénine ou de Trotsky. Genre, Staline, il n'a jamais pleinement intégré la dialectique matérialiste, comme en témoignent ces horribles livres philosophiques que je ne vous conseille pas. Mais ouais, genre, je prends l'exemple Staline, mais en fait, il y a beaucoup d'autres exemples qui seraient peut-être plus parlants, comme, je sais pas, Rosemer, par exemple, un communiste français qui a fini totalement démoralisé par la contre-révolution et qui est devenu un peu le stéréotype du vieux gaucho démoralisé. Kollontai, Bordiga, etc. Il y a des tonnes d'exemples. Et là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Genre, oui, on peut dire que Trotsky était taré de genre continuer à lutter par-delà tous ces trucs-là, mais fondamentalement, il n'y a pas d'autre garantie contre la dégénérescence que la compréhension profonde de la base du marxisme, du matérialisme dialectique. Genre, tous les exemples que j'ai donnés de gens démoralisés, ça montre en fait une approche mécanique, figée de la révolution. Et nous, on sait que la conscience, ni la conscience ni le parti ne se développent de manière linéaire. Les phases non révolutionnaires, elles sont là. Elles sont pour nous la préparation aux phases révolutionnaires. Et notre méthode, le marxisme, nous permet justement d'ouvrir l'horizon aux grandes tendances historiques, de voir les contradictions sous-jacentes et pas de se laisser emporter par le moindre contre-courant, par la moindre recul, etc. Genre, ouais, les faits seuls, un peu de manière empirique, ne permettent pas d'avoir une compréhension générale. Une masse de faits, c'est pas une analyse. Genre, oui, en tant que matérialiste, on a besoin de faits, mais c'est seulement quand on fait le lien, quand on établit la dynamique entre tous ces faits, qu'on peut comprendre réellement un processus. À partir de faits, on arrive à des lois, des généralisations, même des prédictions, des perspectives. Et oui, dans ce sens-là, le matérialisme dialectique, c'est jusqu'à un certain point une science, c'est une méthode scientifique.
Et des fois, bah oui, nos prédictions, elles peuvent être erronées, mais ça ne veut pas dire que les méthodes sont fausses, ça ne veut pas dire qu'on doit tout lâcher dès qu'il y a un recul momentané. On ne voit pas les choses comme figées, mais bon. Ouais. En tant que dialecticien, on voit pas enfin, on peut pas prédire les développements genre isolés, individuels, mais c'est possible pour une masse. Genre ça, avec notre méthode, ça on le voit complètement dans nos perspectives. C'est-à-dire que, merci. On prédit pas genre à quelle heure typiquement Crédit Suisse va chuter, mais on souligne les grandes tendances contradictoires au sein du capitalisme suisse. C'est pas parce que c'est complexe qu'on peut pas trouver des lois. Genre, toute cette nécessité, la nécessité de la crise sur le capitalisme, elle s'exprime à travers justement des petits incidents particuliers, isolés, comme la chute de Crédit Suisse. Ouais, je pense que moi j'ai plus beaucoup de temps. Je pense que je pourrais un peu donner des exemples pour chaque loi un peu de la dialectique, mais j'ai pas complètement le temps. Du coup, approfondissez avec tous les livres qu'on a, mais j'y reviens un petit peu après. Mais en gros, pourquoi est-ce que je parle de Marx, de Hegel, de vieux monsieur du 19e siècle depuis tout à l'heure, alors qu'on a un camp sur Lénine et la Troisième Internationale? Mais en fait, Lénine, il s'est jamais dit autre chose qu'un marxiste. Il n'a jamais prétendu améliorer le marxisme, moderniser le marxisme ou quoi que ce soit. Quand il a analysé de nouveaux phénomènes, comme par exemple l'impérialisme, il le faisait toujours avec une application minutieuse du marxisme et de tout le marxisme. Et bah aussi, c'est important de discuter de ça parce que cette méthode, le matérialisme dialectique, c'est toujours aujourd'hui notre arme la plus puissante pour la révolution. Et bah, on peut prendre plusieurs exemples pour approfondir ça. Genre le parti le plus puissant de l'internationale communiste, c'était le parti bolchevique, dirigé par Lénine entre autres. Et il s'est construit à travers 15 ans d'expérience accélérée de consolidation de sa méthode, dont un des points importants a été la révolution ratée de 1905. Je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, après l'échec de la première révolution russe, en 1905, le parti bolchevique a été en grande partie décimé, il y avait une démoralisation extrême dans certaines couches du parti. Et en fait, cette démoralisation-là, elle a aussi un caractère philosophique genre, important. En fait, c'est quelque chose qu'on peut observer dans beaucoup de révolutions qui échouent. C'est-à-dire toute une file d'intellos de gauche déprimés qui s'en vont réfléchir à pourquoi le marxisme est trop vieux, genre qu'il a été réfuté, qu'il faut prendre en compte les nouvelles théories de l'académie, etc. Et ça reflète l'attitude en fait générale de la petite bourgeoisie dans ces moments-là. La petite bourgeoisie, c'est une classe vacillante entre le prolétariat et les capitalistes, qui est prête à se rallier à la révolution quand c'est à la mode, mais qui sont aussi les premiers à l'abandonner et à appeler au pragmatisme et en fait à l'inactivité quand ça devient trop dur. Et donc, comprendre d'où viennent ces idées, d'où vienne la démoralisation de certains intellos du parti bolchevique, ça aide de comprendre quel est le caractère de classe des idées. Mais en fait, il faut aussi comprendre quelles sont les idées, genre quel est le contenu de ces idées. En fait, qu'est-ce que disait toute cette couche démoralisée qui abandonnait plus ou moins le marxisme? Genre, les exemples phares, c'est Bogdanov, un bolchevique, dont Lénine a écrit a écrit un livre contre l'empire-critisme, qui était un peu la théorie de ces braves gens. Mais en fait, ce que ça représentait, c'était l'abandon du marxisme sous couvert d'amélioration. Un peu, le marxisme n'a semblé pas marcher en 1905, la classe ouvrière est nulle, etc. Et ça se présente du coup comme quelque chose de nouveau, une nouvelle philosophie, mais qui, à ce moment-là, est en fait des idées extrêmement vieilles. J'ai rapidement mentionné l'empirisme tout à l'heure. En fait, c'est une philosophie qui a émergé, on peut dire, quand la bourgeoisie était encore révolutionnaire. C'est une philosophie qui disait on peut comprendre les lois qui gouvernent la matière en l'étudiant à travers nos sens. C'est pas un truc mystérieux dicté par un dieu tout-puissant ou quoi que ce soit.
Et ben, ça, on peut dire que cet empirisme-là, il tendait jusqu'à un certain point vers le matérialisme. Mais le problème, c'est que ce que ça disait pas, l'empirisme, c'est que le monde existait indépendamment de nous, qu'on l'étudie ou non, que le monde existait avant nous. Et ben, qu'est-ce qui se passe quand on dit pas ça? On arrive finalement à dire exister, c'est être perçu. Ce qui est assez clairement idéaliste, ça veut dire que le monde matériel est une conséquence de notre propre perception. Autrement dit, l'empirisme laisse la porte ouverte à un autre type d'idéalisme, ce qu'on appelle l'idéalisme subjectif. Autrement dit, le sujet, la conscience humaine, détermine l'objet, la réalité, le monde matériel. Et ce qui est un peu vicieux avec cette philosophie, c'est que ça ne nie pas ouvertement le monde réel, ça joue un peu au réalisme. Ça peut admettre les sciences dans le cadre des sensations, et un peu dans la lutte entre le matérialisme et l'idéalisme, les empiristes ils pensent se placer au milieu, pour réconcilier les deux, être dualistes. Ils disent, on admet le monde de la matière et on admet le monde des idées. En fait, on admet les deux, c'est fantastique. Mais cette profonde révolution dans la pensée avait en fait un problème. Et le problème, c'est qu'ils disent absolument rien du rapport entre le monde de la matière et le monde des idées. Pour les idéalistes subjectifs, toute compréhension du sujet sur l'objet, sur le monde, passe par les sens, ce qui est une vérité assez évidente. Mais vu que pour eux, la réalité n'existe pas en dehors de nos sens, alors le monde ne peut être compris que par notre sensation immédiate individuelle. Et en fait, tout ça, ça part d'une vérité, mais ça la rend totalement unilatérale et ça finit par tomber dans une absurdité. Ça veut dire, en fait, pour les empiristes, on ne peut pas faire de généralisation de toute la pensée humaine, pas de grande loi, pas de tout ça. C'est tout. Oui, pour les subjectivistes, faire des grandes lois comme ça, ce serait tomber dans des abstractions fausses. En fait, pour eux, seul l'individu isolé, le sujet pensant, peut réellement connaître le monde qu'il sent, qu'il voit, qu'il touche. Et donc, en fait, si on est empiriste, idéaliste subjectif, il est en fait impossible de comprendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça prend des formes en plus, encore plus... Pour l'idéaliste subjectif, la conscience, c'est un mur entre le sujet et l'objet. Un mur infranchissable qui ne nous permet pas de comprendre la nature qu'on observe. Et c'est cette philosophie que Bogdanov et ses amis au sein du parti bolchevique présentaient aux autres comme une idée révolutionnaire, un dépassement du vieux marxisme. Mais en réalité, c'était juste, ils faisaient que répéter les pires produits de l'empirisme. Ils abordaient complètement le marxisme sous couvert d'une liberté de critique. Et la vérité, c'est que leur grand problème de la connaissance, du lien entre le sujet et l'objet, en fait, c'est un problème seulement si tu divises artificiellement la matière de l'esprit. Le matérialisme dialectique part de la proposition que le monde existe indépendamment du sujet, mais que les deux forment une unité dialectique. Pour nous, la conscience, c'est un pont entre le sujet et l'objet, et le sujet est lui-même objet du monde réel, on subit les lois de la nature. Le cerveau humain, il est matériel, et à travers des chocs électriques matériels, ce cerveau parvient à enregistrer son interaction matérielle avec le reste du monde matériel. Bref. On subit les lois de la nature et en retour, on intervient dans la nature, pas juste sur la base de nos idées un peu de nulle part, mais sur la base de l'état historique hérité par le passé, sur la base de notre place au sein de tout le monde réel. Mais donc, tout ce débat-là, entre idéalisme subjectif et matérialisme dialectique dans la théorie de la connaissance, je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Merci.
C'est pas juste une question historique de vieux débat il y a 100 ans. L'idéalisme subjectif, c'est aujourd'hui devenu, en fait, en grande partie la philosophie préférée de la bourgeoisie en déclin, avec des formes de plus en plus caricaturales. Et ça envenime aussi à toute la gauche, avec le postmodernisme, l'intersectionnalité, etc. Les postmodernes n'ont pas peur de rejeter explicitement la science, perçue comme, en fait, oppressive pour la subjectivité de chaque individu. Ils disent que toute généralisation, toute métanarrative, c'est-à-dire en fait toute large description du développement historique, est forcément fausse, parce qu'elle essaye d'imposer à tous une seule vision. Du coup, ils disent il n'y a pas de progrès historique. En fait, la seule chose qui compte pour ces idéalistes subjectifs modernes, c'est le vécu subjectif, le vécu immédiat de chacun. Seules les femmes savent réellement ce que c'est le sexisme. Les hommes ne peuvent pas comprendre et ne doivent pas parler. Seules les personnes blanches peuvent comprendre le racisme. Et même, peut-être le racisme, c'est de leur faute, du coup. Seules les personnes trans, peuvent comprendre la transphobie. Et les personnes cis, c'est de leur faute, etc. Bref. Au mieux, les hommes, les personnes blanches, les personnes cis, etc., sont réduits au rôle d'alliés, c'est-à-dire en fait de spectateurs, mais ne doivent en aucun cas passer à l'action ou prendre la parole. Ils doivent rester en marge. En fait, à travers cette philosophie, tout est réduit à l'individualisme, à chaque petite identité. Soit tu es homosexuel, soit tu ne l'es pas, et dans ce cas, fais attention et check tes privilèges. J'ai plus de voix. Parce que tu participes à l'oppression. Encore une fois, c'est renvoyé à l'individu. Et vu que dans tous les cas, il n'y a pas de progrès social pour eux, alors la seule chose à faire, c'est de ridiculiser le système peut-être, de faire des performances individuelles, de changer le langage, de se retrouver avec des gens de la même identité. En fait, c'est la négation ouverte de toute lutte collective. On a ici de l'idéalisme voilé, ça nie pas directement la réalité, mais ça nous empêche finalement de comprendre le monde. Et cette philosophie, elle a encore une fois été popularisée dans les universités après l'échec des révolutions, enfin d'une révolution, donc à travers le pessimisme de couches des intellectuels. Le postmodernisme, en fait, il est arrivé après l'échec des révolutions de 1968 à travers le monde, mais surtout en France après mai 68. Ça n'a pas été un effort conscient de la bourgeoisie, mais en fait, on peut quand même dire que c'était une philosophie qui était le symptôme d'un capitalisme en déclin. Et oui, en fait, le déclin du capitalisme, c'est aussi le déclin de la philosophie bourgeoise. Il y a des documents classiques de la CIA dont on parle des fois, où la CIA parle justement de ces philosophies, de cet idéalisme, de cette nouvelle forme d'idéalisme subjectif, et dit en fait, c'est absolument fantastique, ça mène la gauche en pleine déroute, ça empêche un peu les marxistes, ou ça vole un peu la dominance des marxistes au sein du mouvement ouvrier. Et oui, en fait, la bourgeoisie, effectivement, elle est arrivée au pouvoir sur la base de la science, mais en fait, maintenant, elle doit s'appuyer sur l'idéalisme. Et quand un idéalisme un peu pur de juste dire « Ah, tout va bien, le capitalisme, c'est éternel, etc. » Quand cet idéalisme ne marche plus parce que tout le monde voit que c'est pas vrai, que le capitalisme se pète la gueule, la bourgeoisie, elle doit trouver d'autres manières de défendre son système. Pas des manières ouvertes, peut-être... en gros, ils essayent de dévier le danger pour leur système ailleurs. Par exemple, à la politique identitaire. Le postmodernisme... Est-ce que tu as genre un mouchoir?
Ouais. Les postmodernes attaquent les Lumières, attaquent le socialisme explicitement. Ils attaquent Marx. Genre c'est noir sur blanc. Et bah, pour toutes ces raisons, un petit peu, c'est devenu en fait l'idéologie préférée de la classe dominante. Ils disent que les marxistes sont oppressifs parce qu'ils ont une compréhension objective. Ils attaquent les personnes qui mettent la classe au-dessus de l'identité individuelle, etc., etc. Pour eux, en gros, tu peux rien expliquer. Tu peux pas expliquer la nature, tu peux pas expliquer la société. Il n'y a pas de loi générale. Le monde change tout le temps, donc on peut pas l'analyser. Le monde ne progresse pas, c'est juste aléatoire ce qui se passe. On peut pas extraire des concepts parce que, vu que chaque individualité perçoit les choses un petit peu différemment, tout concept serait oppressif. Et en gros, pour les postmodernes comme pour l'idéalisme subjectif en général, notre connaissance, elle est limitée par notre expérience sensorielle, notre expérience personnelle. On peut rien connaître complètement. Et ce qui est dur avec toutes ces philosophies, c'est que y a un élément correct là-dedans, ou plus dur à contrer que l'idéalisme ouvert. Dans le sens où, oui, c'est vrai, le monde, il change tout le temps. Par exemple, il n'y a pas de femme particulière qui est parfaitement conforme au concept de femme. Il y a toujours des variations chromosomiques, des variations de taux hormonaux, des variations physiques. Il y a des personnes intersexes, etc. Mais de ça, nous, on ne doit pas conclure que les généralisations, elles sont impossibles. L'idéalisme subjectif croit résoudre le problème, un problème réel de comment faire des généralisations, en l'évitant complètement, en disant qu'on peut juste rien connaître. Alors que précisément, l'esprit humain, il s'est développé en faisant de telles générations. Parce que, c'est bien beau de philosopher sur ce qu'est une maison, par exemple. Combien de murs il faut pour que ce soit une maison, combien de tuiles, quelle taille. Tous ces trucs, c'est impossible de répondre. Il n'y a pas de maison particulière qui est identique à une généralisation de maison. Et pourtant, tout le monde sait, tout le monde qui a été à la rue un jour sait ou fait très vite cette généralisation de ce qu'est une maison, n'en déplaise aux postmodernes. Nos catégories, elles viennent de notre expérience. Le mouvement réel, il doit se refléter dans le mouvement de la pensée pour que ce soit des bons concepts. Et oui, c'est pour ça que, en tant que matérialiste, on voit que le général, il s'exprime à travers chaque chose particulière. Chaque concept nous permet de développer la pensée à travers l'abstraction. Et aussi, l'humain est un animal social. La connaissance humaine, c'est une connaissance sociale qui résulte de l'action humaine pendant des centaines de milliers d'années. Le savoir, il va de l'individu au social et en retour à l'individu. Donc, tous ces problèmes de l'idéalisme subjectif, ils s'effondrent assez vite dans la réalité elle-même. Oui, par rapport à l'identité, par exemple. Oui, on est tous différents. Mais pourtant, il y a une identité humaine, pareil pour tous. Et tous ces trucs, c'est juste impossible à comprendre pour les postmos parce que parce qu'ils s'attachent au subjectif de chaque personne. Pour nous, le subjectif et l'objectif ne s'excluent pas. On doit passer de l'individuel au social et en retour. Ouais. Et évidemment, la connaissance sera toujours une approximation de la réalité. Elle devra toujours s'affiner, et ça se teste dans la pratique sociale. C'est comme ça que des idées deviennent objectives. Et là, je peux citer Marx. Marx dit la question de savoir s'il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n'est pas une question théorique, mais une question pratique. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la réalité, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire la réalité, et la puissance de sa pensée dans ce monde et pour notre temps. La discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la pratique est purement scolastique. Et ça, c'est juste une condamnation à des idéalistes subjectifs à l'avance. Évidemment, on doit raffiner à chaque fois nos généralisations. La science, elle le fait tout le temps par l'expérimentation. Et comme nous, on doit raffiner
nos programmes politiques dans la pratique, au contact du monde réel. Mais on ne doit pas rejeter en bloc toute tentative de comprendre le monde juste parce que c'est dur, juste parce que des fois les choses changent. Les choses changent, c'est juste le mode d'existence de la matière. Et là on voit que l'idéalisme subjectif est finalement une philosophie de l'inaction, une philosophie de la division, qui tombe nécessairement dans le symbolique et qui finalement est contre-révolutionnaire par sa division. Tous ces trucs, c'est justement ce que Lénine a vu chez les idéalistes subjectifs de son temps. C'était pas juste quelques académiciens en marge, parce que si c'était le cas, on s'en fiche, mais c'était une philosophie qui venait en fait ronger l'âme du parti révolutionnaire, qui risquait de le mener tout droit vers la destruction en lui enlevant le marxisme, le matériel dialectique. Et tout ça sous couvert d'actualiser le marxisme ou de liberté de critique. Mais alors qu'est-ce qui fait Lénine à ce moment-là, au moment où le parti est au bord du gouffre après la défaite de la Révolution de 1905, quand il y a plein de problèmes organisationnels, etc., des militants en prison, il écrit un livre de philo de 400 pages, évidemment. Et ça, ça peut sembler fou. Ça peut sembler fou. Et beaucoup de bolcheviks, à ce moment-là, ne comprennent pas, dont Staline. Mais en fait, c'était une question de vie ou de mort pour le mouvement, à tel point que Lénine était prêt à partir et tout recommencer si nécessaire. Et cette attitude de défense... Tu dois sauter la conclusion. Je dois sauter la conclusion. Un peu plus vite. 57. 55. Cette attitude de défense inébranlable du matérialisme dialectique, elle a été constante pour Lénine. Pareil pendant la crise la plus profonde de la social-démocratie, pendant la guerre, où Lénine étudie Hegel. Bon, ça, je vais pas développer, désolé. Mais oui, tout ça, c'est bien différent qu'un peu le Lénine, dictateur, homme pratique, un peu qu'on nous présente dans les universités ou chez les staliniens. Non, en réalité, Lénine était marxiste, matérialiste dialectique, et s'il était souvent à la tête, du parti bolchevique, qui a tant de fois pu redresser la ligne du parti, c'est uniquement par son autorité politique. Ouais. Et c'est aussi sur cette base, sur le matérialisme dialectique, qu'est fondée la Troisième Internationale, l'internationale communiste. La philosophie, elle était absolument partout dans les discours des bolcheviks. Évidemment, les questions étaient sur des questions tactiques brûlantes, les discussions étaient sur des questions tactiques brûlantes, comme le parlementarisme, questions coloniales, questions des syndicats, prise du pouvoir, des choses que nous, on discute aussi là. Mais, à travers chaque intervention, c'était abordé avec la même méthode. Juste lisez ces PV, c'est incroyable. Et dans les écoles du parti, évidemment, il y avait des formations également sur la philosophie, pour former des cadres de la révolution mondiale. Parce que fondamentalement, en fait, toutes les divergences politiques découlent de questions aussi de méthode. La lutte contre Bogdanov au sein du parti bolchevique, puis la lutte contre la dégénérescence de la Deuxième Internationale, puis après de la Troisième Internationale par Trotsky. Tout ça, c'est des luttes contre le gauchisme, contre le sectarisme, contre l'opportunisme. Mais donc c'est aussi des luttes philosophiques. Le sectarisme, par exemple, c'est une question de méthode philosophique. Ça part d'une vision figée, unilatérale. Tout est noir, tout est blanc. Il faut avoir aucune flexibilité, etc. Ça parle d'une incapacité de saisir la dialectique du processus révolutionnaire. Et donc, pour ces risques d'empirisme, de sectarisme, de formalisme et tout ça, ils peuvent toujours s'infiltrer dans le parti. Notre seule garantie, c'est l'étude de la philosophie, du matérialisme dialectique. Je saute un peu des trucs. Le marxisme, c'est pas un patchwork de bonnes idées, c'est un tout cohérent. Si on enlève l'analyse économique ou l'analyse historique ou l'analyse philosophique, etc.,
on enlève en fait le matérialisme ou la dialectique, et donc on enlève le marxisme dans sa totalité. Ça ne veut pas dire qu'on peut jamais changer nos conclusions, notre programme de transition, notre tactique, certainement pas, mais ça veut dire que si on doit le faire, de tel ajustement, on doit le faire fermement sur la base philosophique de la dialectique matérialiste. Et pour finir, Lénine disait, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Et j'espère avoir des éléments pour montrer ça. Genre, dans la lutte de la dialectique matérialiste, c'est notre meilleure arme. C'est sur son socle que l'international communiste, Parti mondial de la Révolution, a été construite. Cette internationale qui a fait trembler toutes les grandes puissances capitalistes du monde. Et c'est sur ce même socle que l'on construit aujourd'hui l'international communiste révolutionnaire, embryon du futur parti révolutionnaire mondial qui dirigera la lutte finale contre le capitalisme. Genre, si nous sommes là, alors que d'autres internationales dégénèrent depuis 100 ans, c'est parce qu'on a défendu inconditionnellement le matérialisme dialectique, qu'on n'a pas lâché un seul gramme, pas une seule concession. Alors notre tâche en tant qu'organisation de cadre, c'est de conquérir le marxisme soi-même. Tout communiste authentique doit essayer de devenir révolutionnaire professionnel, donc doit essayer de se dédier pleinement à la cause de la classe ouvrière et du parti. Et ce que ça veut dire aussi, si on a une attitude sérieuse, ça veut dire qu'on doit avoir une attitude sérieuse envers la théorie. Si on dit que le matérialisme dialectique est l'aboutissement de la pensée humaine jusqu'à maintenant, il faut le traiter comme tel. Je vais sauter quelques trucs. Le marxisme, c'est à la fois la conservation de toute la vieille philo et un début de dépassement de cette philo, d'entrer dans dans un monde sans la société de classe. Mais ce dépassement réel, la réalisation de la science et de l'activité humaine sociale, de la pensée humaine à un niveau supérieur, il ne peut pas être accompli dans quelques pages d'un livre, il doit être accompli par la révolution communiste elle-même. Le socialisme, c'est un processus conscient de la classe ouvrière qui prend le pouvoir. C'est la libération du potentiel de toute l'humanité. C'est pour ça que nous luttons. Pas pour un lointain paradis auprès des dieux ou dans notre tête, mais pour un paradis matériel, un paradis sur Terre. Et je vais finir avec la 11e thèse sur Feuerbach, parce que c'est un classique. Voilà. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de le transformer. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo